Ma femme PDG m'a offert 32 millions de dollars pour divorcer d'elle. J'ai signé calmement. Le lendemain, elle s'est rendue à l'assemblée des actionnaires et a découvert que les 19 actionnaires avaient tous basculé de mon côté. Ethan, voici l'accord de divorce. Signe-le. Victoria a fit glisser un épais dossier sur le bureau en noyer comme si elle approuvait un contrat de fournisseur. À côté se trouvait un chèque de banque de 32 millions de dollars. 5 ans de mariage réduit à une signature et 8 chiffres. Le mur de verre derrière elle donnait sur le centre-ville de Chicago. La neige avait commencé à saupoudrer les toits le long de la rivière et les lumières de la ville se reflétaient sur les fenêtres du bureau du Pentouse. Victoria se tenait les bras croisés, portant toujours le tailleur crème qu'elle avait mis pour aller au bureau. Ses cheveux étaient soigneusement épinglés derrière sa tête. Rien en elle ne semblait incertain. « Le chèque est à toi, dit-elle. Ainsi que la maison du lac avec Geneva et les 2 voitures dans le garage. Tu peux considérer cela comme un règlement net. » Je baissai les yeux sur l'accord. Les termes étaient généreux si l'on croyait ce que Victoria pensait de moi. Elle pensait que j'étais entré dans notre mariage avec presque rien. Elle pensait que j'avais passé 5 années confortables à vivre du nom des High pendant qu'elle faisait du High Group l'une des plus grandes sociétés privées de l'immobilier et de l'infrastructure du Midwest. Elle pensait que 32 millions de dollars achèteraient la gratitude. Demain matin, j'ai l'assemblée annuelle des actionnaires, continua-t-elle. Je veux que ce soit terminé ce soir. Pas de scène, pas d'appel à ma mère, pas de médias. Nous passons tous les deux à autre chose. Je pris le stylo. Pour la première fois ce soir-là, l'expression de Victoria changea. Pas grand-chose, juste un léger resserrement autour de ses yeux. Tu ne vas pas le relire? Je l'ai déjà fait. Tu ne vas pas demander plus? Non. Elle me fixa. Tu signes vraiment? J'écrivis mon nom sur la dernière page. Ethan Cole. Le grattement du stylo semblait plus fort qu'il n'aurait dû. Victoria prit les papiers et se rendit immédiatement à la ligne de signature, la vérifiant comme si elle s'attendait à un tour de passe-passe. Tu n'es pas en colère? Je posai le stylo. Qu'est-ce que la colère changerait? Pendant une seconde, elle parut presque offensée par la question. Puis sa vieille confiance revint. Bien, je demanderai à mon avocat de tout déposer demain matin. J'aimerais que tes affaires soient sorties d'ici 10 heures. Je peux le faire. Elle ramassa le dossier et se dirigea vers la porte. Ses talons claquèrent sur le marbre. Sur le seuil, elle jeta un regard en arrière. J'espère que tu comprends. J'essaie d'être juste. Je regardai le chèque sur le bureau. Je comprends exactement ce que tu essaies de faire. Elle partit. La porte se referma doucement derrière elle. Je restai assis seul 1 minute de plus. Puis mon téléphone vibra. Un message. Marcus Reed. Les 19 ont confirmé. La procuration est effective à 9 heures demain matin. Tu es sûr que tu ne veux pas être dans la pièce? Je le lus 2 fois. Puis je tapai. Moi? J'ai attendu 3 ans. Je peux bien attendre un matin de plus. Marcus répondit presque immédiatement. Marcus? Elle n'a toujours aucune idée. Je regardai vers le couloir sombre où Victoria avait disparu. Moi? Aucune. Le lendemain matin, j'étais à l'entreprise de déménagement à 8 heures. J'avais emballé la plupart de mes affaires la semaine précédente sans que Victoria ne s'en aperçoive. Ce n'était pas aussi difficile que ça en avait l'air. Notre mariage était silencieux depuis des années. Nous partagions une maison, un nom de famille dans la presse et des dîners de charité occasionnels. Nous ne partagions pas grand-chose d'autre. Frank, le contremaître, me rejoignit à côté d'un camion blanc. « Vous êtes Monsieur Cole ?» ?»« C'est moi. »« Nous pouvons avoir terminé pour 10 heures si le trafic se comporte bien. »« Il faut que ce soit fait pour 10 heures même si le trafic ne se comporte pas bien. » Il sourit. « Compris. » À 8h30, nous étions de retour au Pentouse. Victoria était déjà partie. L'endroit était exactement comme d'habitude. Des orchidées blanches sur l'îlot de la cuisine, des œuvres d'art choisies par un architecte d'intérieur, aucune photo de famille sauf le portrait de mariage que sa mère insistait pour que nous affichions dans le couloir. Je restai devant cette photo plus longtemps que prévu.
Victoria y souriait, pas le sourire public contrôlé qu'elle utilisait lors des dîners d'investisseurs, un vrai. Sa main était enroulée autour de la mienne, et pendant ce bref instant 5 ans plus tôt, j'avais cru que notre arrangement pourrait se transformer en quelque chose que nous n'avions ni l'un ni l'autre prévu. J'avais eu tort. Notre mariage avait commencé comme un marché. Le père de Victoria, William Hay, était décédé subitement l'année avant notre rencontre. Sa mort laissait Victoria, son unique enfant, avec 45% du Hay Group et plus de pouvoir qu'elle n'en avait jamais voulu. L'entreprise était rentable, mais les anciens directeurs ne faisaient pas confiance à une femme de 30 ans pour diriger un empire de plusieurs milliards de dollars. Chaque dîner s'accompagnait de questions sur la stabilité, la succession, l'image et si elle avait quelqu'un à ses côtés. J'avais mes propres raisons d'accepter. À l'époque, Marcus et moi dirigions une petite société d'investissement en situation spéciale depuis 2 bureaux loués au-dessus d'une imprimerie. Nous étions doués pour trouver des actifs privés sous-évalués, mais nous n'étions pas riches. Nous avions besoin d'un accès au capital et aux relations. Victoria avait besoin d'un mari qui ne rivaliserait jamais publiquement avec elle. J'avais besoin d'une porte d'entrée dans un monde qui ne s'ouvrait pas aux hommes sans le bon nom de famille. Ses avocats rédigèrent un accord prénuptial brutal. Victoria insista pour que le Hay Group, tous les trusts familiaux Hay et toutes les futures distributions qui y sont liées restent sa propriété exclusive. Mon avocat fit pression pour la symétrie. Toute société d'investissement, compte, acquisition, participation, intérêt ou entreprise que je possédais ou créais resterait mienne. Victoria signa sans hésiter. Elle supposait que je n'avais rien à protéger. Cette clause deviendrait plus tard la chose la plus chère qu'elle ait jamais acceptée. La première année, j'essayais de faire de ce mariage plus qu'un simple papier. J'appris comment elle prenait son café. J'attendais la fin des appels nocturnes du conseil d'administration pour que nous puissions manger ensemble. Je lisais chaque document public que le Hay Group publiait et j'écoutais quand elle se plaignait des directeurs qui la remettaient en question. Elle acceptait mon soutien comme elle acceptait le service en chambre. Utile, attendu, pas personnel. Le moment qui m'a finalement guéri s'est produit au cours de notre 2e année. Elle entra un soir dans mon bureau et me dit que je devais assister à un dîner de charité avec elle. 19h, dit-elle. Tenue de soirée. D'accord. Elle se tourna pour partir. Victoria. Elle se retourna. Quoi? Penses-tu que nous devrions essayer? Essayer quoi? Ça. Nous. Pendant un moment, elle ne comprit vraiment pas. Puis elle rit une fois, sans humour. Ethan, nous avons conclu un accord. Je sais ce que nous avons conclu. Alors ne le transforme pas en autre chose. Je demande si ça doit rester ce que c'était. Son expression se durcit. Tu as eu accès au réseau Hay. J'ai eu un mari qui ne me met pas dans l'embarras. Ça fonctionne. Pourquoi compliquer les choses? Parce que nous sommes mariés. Non, nous avons signé des papiers. Les mots étaient simples. C'est pourquoi ils fonctionnaient. Elle sortit. Je restai assis là pendant un long moment après ça. Le lendemain matin, j'appelai Marcus. Tu te souviens de ce que tu as dit à propos du Hay Group? Il resta silencieux une seconde. Tu veux dire la structure de l'actionnariat? Oui. Tu m'as dit que tu ne toucherais pas à l'entreprise de ta femme. Je ne touche pas à son entreprise, Ethan. Je regarde un investissement. Il soupira. Ça ressemble exactement à ce que dit un homme avant de passer 3 ans au tribunal. Mais nous avons commencé à regarder quand même. La première chose que nous avons découverte, c'est que les 45% de Victoria faisaient d'elle la plus grande actionnaire, mais pas la propriétaire majoritaire. Les 55% restants étaient répartis entre 19 personnes et entités familiales. Certains étaient d'anciens partenaires de son père. Certains étaient des cadres à la retraite. Certains étaient des investisseurs institutionnels qui étaient entrés lors des tours d'expansion. Aucun d'entre eux n'avait assez de pouvoir seul pour la défier. Victoria considérait cette fragmentation comme un contrôle. Elle avait tort. À 9h30 le lendemain matin, alors que les déménageurs chargeaient les 2 dernières boîtes dans le camion, Marcus appela. La réunion a commencé. Je regardais ma montre. Bien. Richard Dawson passe en premier. Ce nom me ramena 3 ans en arrière.
Richard avait été le plus proche ami de William Hay et le premier directeur des opérations du Hay Group. Il possédait 8% par le biais d'un trust familial et avait passé la majeure partie de sa carrière à croire que la loyauté signifiait le silence. Victoria récompensa cette loyauté en le poussant hors des opérations 6 mois après être devenu PDG. Je le rencontrai pour la première fois dans un club de golf à Oakbrook. Il était assis seul sur la terrasse, buvant du café et lisant un journal. Quand je lui demandai si je pouvais le rejoindre, il regarda par-dessus ses lunettes. « Vous êtes le mari de Victoria. » C'est ce que disent les journaux. Cela me valut le plus petit des sourires. « Que voulez-vous ? Acheter une partie de ma position ?» Le sourire disparut. « Ma position vaut plus que toute votre carrière. » Probablement. Alors pourquoi suis-je encore en train d'écouter ? Je posai une feuille de conditions sur la table. Ce n'était pas une offre d'achat de toutes ces actions en une seule fois. C'était un achat structuré par le biais de ma société de holding de biens propres, financé par mon partenariat d'investissement, un syndicat bancaire et 2 family office externes. L'accord comprenait un achat partiel en espèces, un billet garanti et un accord de vote qui ne s'activerait que si des conditions de gouvernance spécifiées se produisaient. L'une de ces conditions était une violation substantielle des droits des actionnaires par le PDG. Une autre était un changement de mon état civil. Richard lut chaque page. Puis il me regarda différemment. « Où avez-vous appris à structurer ça ? » En ne passant pas mes après-midi à boire du thé à la maison. Il rit vraiment. Cette réunion dura 3 heures. Je n'ai pas demandé à Richard de trahir Victoria. Je lui ai demandé de me dire ce qu'il pensait de son leadership. C'était suffisant. Il parla du développement de South Harbor qu'elle avait imposé malgré les préoccupations environnementales. Il parla des directeurs qui apprenaient les acquisitions par les communiqués de presse. Il parla des cadres supérieurs qui partaient parce que ne pas être d'accord avec Victoria était considéré comme de la déloyauté. Elle pense qu'être défiée signifie être sapée, dit-il. Pensez-vous qu'elle peut changer ? J'avais l'habitude de le penser. Moi aussi. Richard ne signa pas ce jour-là. Une semaine plus tard, il appela. Je ferai le premier bloc, dit-il. Mais si cela se transforme en vengeance personnelle, je me retire. Ce ne sera pas le cas. Vous divorcez d'elle ? Pas encore. Il fit une pause. Cette réponse m'inquiète. Elle devrait. Richard fut le premier. Il ne fut pas le dernier. Au cours des 2 années suivantes, un par un, je rencontrai les autres actionnaires. Je n'ai jamais utilisé le même argumentaire 2 fois car ils n'avaient pas le même problème. Daniel Brooks, le directeur financier, détestait l'habitude de Victoria d'annoncer des investissements avant que les finances n'approuvent la structure de la dette. Linda Mercer, qui possédait 5% par le biais d'un family office, avait vu Victoria tuer une proposition de logistique devant 30 cadres, puis lancer une version plus faible 6 mois plus tard sous le nom de quelqu'un d'autre. Plusieurs investisseurs minoritaires voulaient simplement des droits de gouvernance qui existaient sur le papier mais pas en pratique. J'ai offert à certains d'entre eux des liquidités. D'autres voulaient des sièges au conseil d'administration. Quelques-uns ne voulaient rien d'autre qu'un accord contraignant stipulant que les acquisitions majeures nécessiteraient un examen indépendant. À la fin de la 2e année, ma société de holding détenait directement 38%. Plus important encore, les 17% restants en dehors de la participation de Victoria étaient liés à des accords de vote et à des procurations irrévocables qui s'activeraient dans les conditions de nos contrats. Les 19 autres actionnaires étaient tous alignés, 55%. Victoria croyait toujours qu'elle contrôlait l'entreprise avec 45%. Elle n'examinait jamais elle-même les rapports de propriété effective. Son équipe juridique le faisait, son secrétaire général le faisait, mais comme les achats étaient effectués par le biais de transferts autorisés, d'entités actionnaires existantes et de structures successorales approuvées, aucun dépôt unique ne semblait spectaculaire. Mon nom apparaissait dans des endroits qu'elle ne prenait jamais la peine de lire. Elle pensait que les tableaux de capitalisation étaient des détails administratifs. Ce matin-là, ces détails étaient sur le point de la démettre de ses fonctions. Frank s'approcha alors que j'étais encore au téléphone. « Monsieur Cole, la dernière boîte est chargée. » Je hochai la tête. « Merci. » Il jeta un regard en arrière vers le Penthouse. « Vous êtes sûr d'avoir tout pris ?» Je regardai une fois de plus les fenêtres. « Oui. »
La voix de Marcus parvint par le téléphone. « Ethan, je suis là. Le secrétaire général vient de distribuer le registre de vote mis à jour. » J'ouvris la portière passager de ma voiture et Marcus rit doucement. Elle a arrêté la réunion. Je m'assis. Pourquoi? Tu sais pourquoi. Il y eut une pause. Puis il dit, elle vient de trouver ton nom. Chapitre 2. Marcus me garda en haut-parleur pendant que je conduisais vers l'appartement que j'avais acheté 6 mois plus tôt. Je n'avais pas besoin d'entendre chaque mot dans la salle du conseil. Je pouvais l'imaginer. La longue table de conférence au 49e étage, la rivière derrière la vitre, Victoria à la tête avec sa tablette ouverte et la présentation du réaménagement de South Harbor prête à démarrer. Elle arrivait toujours préparée pour la réunion qu'elle attendait. Elle n'avait jamais appris à se préparer pour la réunion que d'autres personnes pourraient apporter. Richard lui a demandé si elle avait examiné le nouveau registre de vote, dit Marcus. Et elle a dit qu'il n'y avait pas de nouveau registre de vote. Je souris malgré moi. Qu'a fait le secrétaire? Il l'a mis à l'écran. Je pouvais entendre des voix étouffées en arrière-plan. Puis Marcus baissa la voix. 38% détenus directement par Coles Strategic Holdings. 17% soumis à des accords de vote. Contrôle effectif 55%. J'avais passé 3 ans à rendre ces chiffres assez ennuyeux pour survivre à un examen juridique. Maintenant, ils étaient bruyants. Victoria veut savoir pourquoi personne ne lui a dit. Personne n'était tenu de l'informer personnellement de chaque transfert autorisé. C'est ce que Daniel a dit. Bien. Elle demande si les accords sont valides. Ils le sont. Un conseil externe le confirme en ce moment même. Je tournais sur Lakeshore Drive. La ville était pâle sous le ciel d'hiver. Pendant des années, chaque fois que je passais devant la tour Elgrou, j'y avais pensé comme au bâtiment de Victoria. Ce matin-là, pour la première fois, j'y pensais comme à une entreprise. Il y avait une différence. Marcus se tut pendant quelques secondes. Puis il dit, « Tu vas vouloir entendre cette partie. » J'entendis Victoria au loin. Sa voix était plus aiguë que d'habitude. Qu'est-ce qu'Ethan essaie de faire exactement? Richard lui répondit. Il n'essaie rien de faire aujourd'hui. Ce sont les actionnaires qui le font. C'est une distinction sans différence. Non, dit Richard. C'est la distinction que vous avez cessé de respecter il y a des années. Je connaissais Richard depuis longtemps à ce moment-là. Il n'élevait pas la voix quand il était en colère. Il devenait plus lent. Marcus rapprocha son téléphone. Victoria dit, « Je possède toujours 45% de cette entreprise. Et personne ne le conteste. Donc Ethan ne peut pas me prendre le high group. » Richard répondit, « Ce n'a jamais été à vous de le prendre ou de le garder seul. » La pièce devint silencieuse. Cette phrase a probablement fait plus mal que n'importe quel pourcentage à l'écran. Le high group avait été fondé par son père, mais William High ne l'avait pas construit seul. Richard avait hypothéqué sa maison la première année. Le père de Linda Mercer avait financé leur deuxième projet industriel. Daniel avait rejoint l'entreprise quand elle comptait 12 employés et se souvenait encore de gérer la paie depuis une table pliante. Victoria hérita du plus gros bloc. Elle avait aussi hérité de gens qui se souvenaient de l'entreprise avant elle. « Quelle est la première motion ?» demandai-je à Marcus. « Restructuration de la gouvernance. » Garde sa propre, toujours. La motion ne retirait pas Victoria du conseil d'administration. J'avais refusé de soutenir cela. Elle possédait 45%. Elle méritait d'être représentée. Elle connaissait aussi le high group mieux que quiconque dans cette pièce. Ce qu'elle ne méritait plus, c'était un contrôle sans partage. Les actionnaires votèrent pour séparer les rôles de président du conseil et de directeur général. Richard Dawson fut nommé président indépendant. Daniel Brooks fut nommé PDG par intérim, sous réserve d'une recherche de 90 jours et d'une évaluation de la performance. Linda Mercer fut nommée pour diriger un nouveau comité de stratégie et des risques. Victoria resterait administratrice et la plus grande actionnaire individuelle. Son autorité sur les engagements de capital supérieurs à 25 millions de dollars serait suspendue en attendant un examen complet du portefeuille. Le vote passa par 55 contre 45. Marcus me rappela 10 minutes plus tard. C'est fait.
Je portais une boîte de livres dans mon nouvel appartement. Qu'a-t-elle dit? Rien pendant environ 30 secondes. Ce n'est pas son genre. Puis elle a demandé où tu étais. Je posai la boîte sur le sol. Qu'est-ce que Richard lui a dit? Que tu n'étais pas disponible. Marcus gloussa. Elle n'a pas apprécié cette réponse. J'en suis sûr. Elle a aussi exigé de voir les contrats d'achat. Elle peut voir tout ce que l'entreprise est légalement en droit de voir. Elle a demandé si le divorce faisait partie du plan. Je regardais par les fenêtres de l'appartement. L'unité était plus petite que le Penthouse, mais elle me semblait plus mienne après 10 minutes que le Penthouse ne l'avait été après 5 ans. Que as-tu dit? Que je vous représente dans les affaires de l'entreprise et que je ne discute pas de votre mariage. Bien. Ethan, je dois te demander quelque chose. Vas-y. Voulais-tu qu'elle demande le divorce? Je ne répondis pas immédiatement. Marcus savait la plupart de ce qui s'était passé, mais pas tous les détails. Un mois plus tôt, j'avais appris que Victoria voyait quelqu'un. Son nom était Adrian Shaw, 34 ans. Architecte. Élégant, ambitieux, exactement le genre d'homme que Victoria disait respecter. Son chauffeur, Raymond, me l'avait dit en premier. Il avait travaillé pour William Hay avant que Victoria n'hérite de l'entreprise. Raymond et moi étions devenus amis au fil des ans. Il était prudent quant à sa vie privée, et je ne lui ai jamais demandé de me faire un rapport sur elle. Puis un soir, il m'a appelé. Monsieur Cole, je pense qu'il y a quelque chose que vous devriez savoir. Je l'ai rencontré dans un dîner près de l'aéroport de Midway. Il avait l'air misérable. Je ne veux pas être au milieu de votre mariage. Alors ne le sois pas. J'ai conduit mademoiselle Hay au même bâtiment cette fois en 3 semaines. Affaire? Non. Il a fait glisser un reçu de parking sur la table. Le garage se trouvait sous la tour d'appartement d'Adrienne. Je n'ai pas demandé de photos. Je n'en avais pas besoin. Une semaine plus tard, Victoria a laissé son téléphone sur le comptoir de la cuisine pendant qu'elle se douchait. Un message est apparu sur l'écran de verrouillage. Adrien, demain soir. Même endroit. Je déteste t'attendre. Je me suis éloigné du téléphone. C'est à ce moment-là que le mariage s'est terminé pour moi. Pas quand elle m'a donné les papiers. Pas quand elle m'a dit qu'elle voulait 32 millions de dollars pour faire disparaître le problème. Il s'est terminé quand j'ai réalisé que je ressentais du soulagement au lieu de la jalousie. J'ai dit à Marcus que je ne l'avais pas poussé à quoi que ce soit. Ce n'était pas ma question. J'ai arrêté d'essayer de l'arrêter. Il était silencieux. C'est plus proche. Je m'assis sur le bord d'une boîte non ouverte. Je savais qu'elle s'éloignait. Je savais qu'elle avait quelqu'un d'autre. Je savais aussi que nos accords de vote s'activeraient si le mariage se terminait. J'aurais pu la confronter. Mais tu ne l'as pas fait. Non, parce que tu voulais le déclencheur. Parce que je voulais qu'elle prenne une décision sans que je la sauve. Marcus expira. Attention. Cette phrase sonnera terriblement si un journaliste l'obtient un jour. C'est pourquoi je le dis à mon avocat. Tu le dis à ton ami. Ça aussi. L'assemblée des actionnaires s'est terminée avant midi. À 12h30, Chicago Business Media avait repris l'histoire. La PDG de Hay Group perd le contrôle du conseil d'administration lors d'un vote surprise sur la gouvernance. L'investisseur mystère se révèle être le mari de la PDG quelques heures après le dépôt de la demande de divorce. J'éteignis la télévision. Mon téléphone sonna quand même. Des journalistes, des banquiers, 2 personnes dont je n'avais pas entendu parler depuis l'université, puis Victoria. Je regardais son nom remplir l'écran. Je le laissais sonner. Elle appela encore et encore. À la 5e tentative, je répondis. Quoi? Il y eut un silence. Puis, où es-tu? Mon appartement. Quel appartement? Celui où je vis maintenant. Tu as planifié ça. Sa voix était basse. Oui. Depuis combien de temps? Ça dépend de ce que tu veux dire. Les actions, les actionnaires, Richard, tout ça. 3 ans. J'entendis sa respiration changer. Tu m'as menti pendant 3 ans.
Non, tu as secrètement pris le contrôle de mon entreprise. J'ai investi dans une entreprise où 19 actionnaires étaient prêts à vendre des actions ou à signer des accords de vote parce qu'ils ne faisaient plus confiance au PDG. Tu es mon mari. Plus maintenant. Ça rend les choses pires. Ça les rend plus honnêtes. Elle ne dit rien. Je pouvais imaginer son bureau, la porte fermée, les stores baissés, sa colère, cherchant quelque chose à frapper. Tu étais assis en face de moi tous les soirs. Nous étions rarement assis l'un en face de l'autre. Ne joue pas sur les mots. Je ne le fais pas. Tu m'as laissé te donner 32 millions de dollars. Je n'ai pas déposé le chèque. Tu as signé. Tu voulais le divorce. Je te l'ai donné. Tu savais ce qui se passerait ce matin. Oui. Un autre silence, puis plus doucement. Est-ce qu'une partie du mariage était réelle? La question me surprit. Je me penchai en arrière. La première partie l'était. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai essayé. Tu m'utilisais. J'ai commencé à acheter des actions après la nuit où tu m'as dit que notre mariage était une transaction. Ça ne me répond pas. Ça répond à plus que tu ne le penses. Elle raccrocha. Je m'attendais à de la colère après ça. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était la conférence de presse. 2 jours plus tard, Victoria se tenait derrière un podium dans la salle de presse de High Group et disait aux journalistes qu'elle s'était volontairement retirée de la direction exécutive pour soutenir une nouvelle phase de gouvernance institutionnelle. C'était poli. C'était aussi absurde. Elle a dit que le divorce était privé. Elle a dit que mes investissements étaient des décisions commerciales indépendantes. Puis un journaliste a demandé si elle me croyait qualifiée pour influencer le High Group. Victoria a fait une pause. Le temps répondra à cela. J'ai ri quand j'ai vu le clip. Marcus, assis en face de moi, ne l'a pas fait. C'était une déclaration de guerre. Je sais. Elle veut que tu échoues publiquement. Je le sais aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai tourné mon ordinateur portable. Au cours des 6 semaines précédentes, j'avais examiné le portefeuille de projet du High Group avec Daniel et une société de restructuration externe. Le tableau était pire que ce que Victoria savait. Les revenus avaient augmenté pendant 3 années consécutives, mais les marges avaient été réduites de près de moitié. La société avait immobilisé des milliards dans des développements qui semblaient impressionnants dans les communiqués de presse et affaiblissaient les modèles de flux de trésorerie actualisés. Le plus dangereux était South Harbor. Victoria voulait construire un immense quartier à usage mixte sur un terrain industriel contaminé au sud de la ville. Le plan supposait des incitations fiscales qui n'avaient pas été approuvées, des améliorations de transport qui n'avaient pas été financées et des taux d'absorption résidentielle qui dépassaient tout ce que le quartier avait jamais connu. Le High Group avait déjà engagé près de 300 millions de dollars. S'il continuait, les pertes pourraient dépasser un demi-milliard. La semaine suivante, j'ai assisté à ma première réunion à l'échelle de l'entreprise. Plus de 800 employés remplissaient la salle de bal du Hilton. Je ne suis pas monté sur scène en tant que PDG. Daniel était PDG. Richard était président. Je suis sorti en tant que plus grand actionnaire aligné et chef du nouveau comité de stratégie. Cette distinction comptait pour moi. Je sais ce que beaucoup d'entre vous pensent, commençai-je. La salle était silencieuse. Vous pensez que je suis l'ex-mari qui est apparu après un divorce et a pris le contrôle de l'entreprise de sa femme. Quelques personnes baissèrent les yeux. C'est la version qui tient dans un titre. Ce n'est pas la version qui compte pour votre chèque de paie, votre pension ou les 5 prochaines années de cette entreprise. L'écran derrière moi changea. 3 ans de données financières. Le chiffre d'affaires est en hausse de 28%. La marge d'exploitation est en baisse de 41%. La salle s'agita. Je leur ai montré South Harbor. Un chef de projet senior au 3e rang arrêta de chuchoter et commença à prendre des notes. Je leur ai montré 2 acquisitions d'hôtels qui étaient sous l'eau. Je leur ai montré une filiale technologique qui avait brûlé 90 millions de dollars sans livrer un produit commercial. Puis je leur ai montré un plan. Geler South Harbor. Vendre les 2 actifs hôteliers les moins performants. Créer un comité de capital indépendant. Orienter le développement vers les centres de données, les logements pour personnes âgées, la logistique et les projets à usage mixte avec des locataires engagés.
Lier les primes des dirigeants au rendement en espèces du capital investi, et non au chiffre d'affaires principal. Personne n'a applaudi au début. Bien. Je n'étais pas là pour les applaudissements. À la fin de la réunion, Richard est venu en coulisses. Tu as fait mieux que ce que j'attendais. Cela ressemblait presque à un compliment. Ce n'en était pas un. Daniel nous a rejoints. Victoria appelle les actionnaires. Combien? Tous. Je regardais Richard. Laisse-la faire. Il fronça les sourcils. Tu es très calme. Elle a 45% et un grief. Bien sûr qu'elle appelle. Marcus entra par la porte latérale, son téléphone à la main. Son expression me dit que quelque chose avait changé. Quoi? Il me tendit l'écran. Une alerte de nouvelles financières. Crosswell Capital en pourparlers avec Victoria et sur une facilité stratégique de 750 millions de dollars. Crosswell était le plus ancien rival de High Group. Son président, Jonathan Cross, avait passé 20 ans à essayer de battre William Hill sur tous les marchés, de Chicago à Dallas. Richard lut le titre 2 fois. Ça n'a aucun sens. Non, dis-je, ça a un sens parfait. Marcus me regarda. Tu penses que Cross finance son retour? Je pense que Jonathan Cross ne donne jamais 3/4 de milliard de dollars. Le téléphone de Daniel sonna. Il répondit, écouta pendant 10 secondes, puis nous regarda. Victoria a demandé une réunion d'urgence du conseil d'administration. Quand? Mercredi prochain. Pourquoi? Une alliance stratégique avec Crosswell. Richard jura à voix basse. Je fixai à nouveau le titre. Victoria avait fait son coup. La seule question était de savoir si Jonathan Cross était venu pour l'aider ou pour la dévorer vivante. Chapitre 3. Jonathan Cross n'a pas bâti Crosswell Capital en sauvant des concurrents. C'est la première chose que j'ai dite au comité de stratégie lundi matin. Richard était assis au bout de la table de conférence. Daniel avait 3 classeurs ouverts devant lui. Marcus était là en tant que conseiller, ainsi que notre équipe de restructuration externe. Sur l'écran se trouvait la seule version de l'accord proposé par Victoria que nous avions pu obtenir. Crosswell fournirait à High Group un financement de 750 millions de dollars. En retour, Crosswell recevrait des droits de participation minoritaires dans 3 développements majeurs, des rendements préférentiels avant les actions ordinaires et un siège dans un comité d'investissement conjoint. En surface, les conditions étaient agressives, mais pas absurdes. Cela m'inquiétait davantage. Jonathan Cross était spécialisé dans les contrats qui semblaient raisonnables de l'autre côté de la table. Les dégâts étaient généralement enfouis 3 définitions plus loin. Où est l'accord de crédit complet, demandai-je. Daniel secoua la tête. Victoria ne l'a pas fait circuler. Elle demande un vote du conseil d'administration sans donner à la direction les documents de financement. Elle dit que nous aurons le dossier final 48 heures avant la réunion. La bouche de Richard se resserra. C'est exactement le genre de choses que William n'aurait jamais permis. Je le regardais. Victoria a beaucoup appris de son père. Malheureusement, la leçon qu'elle a ignorée est celle où il laissait les gens lui dire non. Marcus tapota son stylo contre la table. Légalement, elle peut proposer ce qu'elle veut en tant qu'administratrice. Elle ne peut pas lier High Group sans approbation. Alors nous n'approuvons rien que nous n'ayons pas lu. C'est la partie facile. Daniel dit, la partie difficile est ce qu'elle fait ensuite. Il avait raison. Victoria n'avait pas besoin que l'accord passe immédiatement. Elle avait besoin que l'accord existe. Elle avait besoin que les employés, les prêteurs et le marché croient qu'elle avait trouvé 750 millions de dollars de soutien externe alors que mon équipe réduisait les projets et parlait de discipline. Son histoire était simple. Ethan Cole démolit les choses. Victoria y ramène l'argent. Les bonnes histoires peuvent être de bons tableurs pendant un certain temps. Cet après-midi-là, la presse financière publia des photographies de Victoria quittant le siège de Crosswell avec Jonathan à ses côtés. Elle avait l'air calme. Il avait l'air satisfait. Adrienne Shaw n'était nulle part en vue. Je remarquai que Marcus me remarquait le remarquer. Tu penses toujours à l'architecte. Je pense à pourquoi un homme qui a aidé à briser un mariage disparaît la semaine où un accord de 750 millions de dollars apparaît.
Tu penses qu'il est lié? Je pense que les coïncidences méritent un budget. Marcus se pencha en arrière. Tu veux que je creuse? Discrètement. Il hocha la tête. Mardi, la campagne médiatique de Victoria était devenue plus soignée. Elle a donné une interview télévisée. Elle ne m'a pas attaqué directement. Cela l'aurait fait paraître amer. Au lieu de cela, elle a parlé de continuité, de mémoire institutionnelle et de protection de la croissance contre un repli excessif. Puis, l'intervieweur a demandé si iGroup était plus sûr sous la nouvelle structure. Victoria a eu un petit sourire. Je pense que les entreprises sont plus sûres lorsque les personnes qui prennent les décisions comprennent ce qu'il a fallu pour les construire. Je devais admettre que c'était une bonne phrase. Richard m'a appelé 5 minutes après la fin du segment. Es-tu en colère? Non. Tu devrais l'être. Pourquoi? Parce qu'elle vient de te traiter d'étranger à la télévision nationale. Elle n'a pas utilisé le mot. Elle n'en avait pas besoin. J'ai ouvert un modèle financier sur mon ordinateur portable. Richard, si je passe ma semaine à réagir à chaque phrase que Victoria dit, elle gagne. Et si les employés la croient? Alors nous leur montrons les chiffres. Il y a eu une pause. Tu es vraiment impossible. On me l'a dit. Mercredi matin, Daniel m'a transmis une note de prêt confidentielle. 2 banques examinaient la ligne de crédit renouvelable de iGroup. Non pas parce que notre liquidité s'était effondrée, mais parce que la lutte publique entre les actionnaires les rendait nerveux. Cela a changé les enjeux. L'humiliation personnelle peut attendre. Le crédit ne le peut pas. J'ai appelé Victoria. Elle a répondu au premier coup de sonnerie. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous n'a parlé. Puis elle a dit, je me demandais quand tu aurais besoin de moi. Je n'en ai pas besoin. Alors pourquoi appelles-tu? 2 prêteurs examinent notre ligne de crédit renouvelable. Je sais. Ta campagne publique augmente le risque perçu de gouvernance. Ma campagne publique? Tu sais ce que je veux dire. Tu m'as enlevé le poste de PDG puis tu t'es tenu sur une scène pour expliquer mes erreurs à 800 employés. Je leur ai montré les états financiers. Tu leur as montré les parties qui me faisaient paraître incompétentes. Je leur ai montré les parties qui coûtaient de l'argent à l'entreprise. Sa voix s'est aiguisée. Tu fais toujours ça. Faire quoi? Te cacher derrière un langage calme et prétendre que tu n'attaques pas. Je me suis tenu près de la fenêtre de mon bureau. Tu veux que je crie à la place. Je veux que tu admettes que c'est personnel. Ça a cessé d'être personnel quand les prêteurs ont appelé. C'est pratique. Victoria, nous pouvons nous disputer sur le mariage pour le reste de nos vies. Nous ne pouvons pas laisser iGroup devenir un dommage collatéral. Elle était silencieuse. Puis elle a dit, approuve la facilité de Crosswell. Envoie les documents complets. Tu la tueras avant de les lire. Non, je la tuerai si les aspects économiques sont mauvais. Tu me crois stupide? Je te crois en colère. Le silence qui suivit fut différent. Pas froid, blessé. Finalement, elle dit, tu as pris mon entreprise le lendemain de mon divorce. Tu as perdu un vote. Ne me fais pas la leçon sur le vocabulaire. Je ne le fais pas. Comment appellerais-tu ça si la situation était inversée? J'y ai réfléchi. Conséquence. Elle a raccroché. Marcus a trouvé le premier lien avec Adrian ce soir-là. Le cabinet de l'architecte avait reçu 3 paiements de consultation totalisant 1,22 million de dollars d'une filiale de conception liée à Crosswell. Les paiements étaient étiquetés développement de concept. Les projets listés n'existaient pas. Ce n'est pas une preuve qu'il a été placé là, dit Marcus. Non, mais c'est moche. Oui. Le disons-nous à Victoria? Je fixais le calendrier des paiements. Chaque instinct en moi disait non. Pas parce que je voulais la punir.
quelqu'un qui pensait que j'étais un meuble. Je m'en sortirais. Cela semblait plus dur que je ne le ressentais. Cela me dérangeait. La réunion d'urgence du conseil d'administration était encore dans 2 jours quand l'appel est arrivé. Numéro inconnu. J'étais à l'appartement, mangeant des plats à emporter sur une pile de rapports de portefeuille. Ethan Cole. Oui. Je m'appelle Sophia Bennett. Je suis vice-présidente exécutive chez Crosswell Capital. Je connaissais le nom. Le père de Sophia, Thomas Bennett, avait aidé à fonder Crosswell. Il était décédé 3 ans plus tôt avec une participation de 21% détenue par son trust familial. Jonathan Cross était devenu président 6 semaines plus tard. Que puis-je faire pour vous? Vous pouvez me rencontrer. À quel sujet? À propos du financement que Victoria veut que votre conseil d'administration approuve. Je regardais l'horloge. Pourquoi un cadre de Crosswell m'aiderait-il à bloquer un accord de Crosswell? Parce que Jonathan n'essaie pas de financer iGroup. Sa voix ne changea pas. Il essaie de l'acquérir. Je me penchai en arrière. Où? The Langham. Demain à 20h. Suite du hall 1808. C'est théâtral. C'est privé. C'est aussi le début de plusieurs mauvais films policiers. Pour la première fois, j'entendis une pointe de sourire dans sa voix. Amenez votre avocat. Puis elle raccrocha. Marcus détestait le plan. Elle travaille pour Crosswell. Oui. Elle a appelé d'un numéro privé. Oui. Elle veut se rencontrer dans une chambre d'hôtel. Oui. Et tu y vas? Oui. Il me fixa à travers la voiture le lendemain soir. Je veux qu'il soit noté que je m'y oppose. Tu peux le mettre dans le procès-verbal. Il n'y a pas de procès-verbal. Alors ton objection est en sécurité. Nous sommes arrivés à l'hôtel 20 minutes en avance. J'avais un avantage que Sophia ne connaissait pas. 6 mois plus tôt, Cole Strategic Holdings avait investi dans la société hôtelière qui possédait l'hôtel. Nous ne le possédions pas. Nous en possédions assez pour connaître le directeur général. Je l'ai appelé depuis le garage souterrain. J'ai besoin d'une faveur. 10 minutes plus tard, la sécurité confirmait que le couloir à l'extérieur de la 1808 était dégagé et que la suite avait été réservée sous le compte d'entreprise de Sophia Bennett. Pas d'entourage, pas de sécurité de Crosswell, pas d'Adrienne Shaw. À 8 heures précises, j'ai frappé. Sophia a ouvert la porte. Elle avait la trentaine, portait un costume anthracite et aucun bijou à l'exception d'une montre. Sur la table derrière elle se trouvait un ordinateur portable, une clé USB cryptée et 2 dossiers juridiques. Marcus a balayé la pièce du regard. Sophia a remarqué. Si je prévoyais de vous tuer, monsieur Reed, je choisirais un hôtel moins cher. J'apprécie la discipline budgétaire. Elle a presque souri. Nous nous sommes assis. Sophia n'a pas perdu de temps. La proposition de financement de Jonathan inclut une clause de conversion. Elle a ouvert le premier dossier. La feuille de conditions publiques l'appelle « Protection contre les pertes ». L'accord final donne à un fonds contrôlé par Crosswell le droit de convertir les rendements préférentiels non payés en jusqu'à 27% des capitaux propres de iGroup si 3 projets de développement manquent des seuils de rentabilité spécifiés. Marcus a pris le document. 27% maximum combiné avec les actions promises par Victoria. Sophia a ouvert le deuxième dossier. Mes yeux se sont arrêtés sur la première page. Victoria avait accepté sous forme de projet de nantir une partie substantielle de sa participation de 45% à un trust contrôlé par Jonathan en garantie d'un soutien politique et au conseil d'administration autour de l'accord. Elle a signé ça? Demandai-je. Pas encore. Elle a l'intention de signer avant votre réunion du conseil d'administration. Marcus lut rapidement. Ce n'est pas un plan de sauvetage. C'est une transaction de contrôle par endettement. C'est le but, dit Sophia. Je la regardai. Pourquoi Victoria accepterait-elle? Parce qu'elle pense que Jonathan l'aide à restaurer son contrôle. Elle est trop sophistiquée pour ça. Les gens deviennent peu sophistiqués quand l'humiliation est en jeu. Je n'aimais pas l'exactitude de cette phrase. Sophia ouvrit son ordinateur portable. 3 cartes apparurent à l'écran.
Les projets que Crosswell voulait que iGroup poursuive dépendaient d'un accès spécifique au transport en commun, de la participation des infrastructures municipales, de locataires principaux et d'engagement des districts scolaires. Puis Sophia nous montra une autre série de documents. Ces droits avaient été discrètement transférés à des entités contrôlées en dernier ressort par Jonathan. Les projets sont conçus pour manquer les seuils, dit-elle. Crosswell offre l'argent. AI s'engage dans les développements. Les entités privées de Jonathan retiennent les infrastructures et les relations avec les locataires. La performance échoue. Les droits de conversion s'activent. Marcus me regarda. Il obtient le iGroup sans lancer d'offre hostile. Exactement, dit Sophia. J'étudiais les cartes. Pourquoi me donnez-vous ça? Elle ferma l'ordinateur portable. Parce que Crosswell n'est pas non plus l'entreprise de Jonathan. La réponse était presque identique à celle que j'avais donnée à Victoria à propos de AI. Sophia continua. Mon père possédait 21%. Après sa mort, Jonathan a utilisé des arrangements de vote temporaires pour consolider le conseil d'administration. J'ai gardé mon titre, mais j'ai perdu une autorité significative. Vous voulez qu'il soit démis. Je veux que la gouvernance que mon père attendait soit restaurée. Et si nous aidons, Crosswell se retire de la transaction AI. Je fournis les preuves dont vous avez besoin. Vous fournissez suffisamment de pression extérieure pour que Jonathan ne puisse pas enterrer l'affaire en interne. Marcus dit, vous nous demandez de nous joindre à un coup d'état d'entreprise. Sophia le regarda. Non, je vous demande d'aider les actionnaires à voter. J'ai immédiatement aimé sa phrase. C'est ce que tout le monde appelle un coup d'état quand ils perdent, marmonna Marcus. Sophia fit glisser la clé USB cryptée sur la table. Il y a une autre chose. Je n'y ai pas touché. Quoi? Adrienne Shaw. La pièce sembla rétrécir. Marcus arrêta de bouger. Sophia dit qu'il avait été présenté à Victoria par un consultant en développement de Crosswell. Je la regardai. À quel point est-il impliqué? Il a reçu des paiements d'une filiale de Crosswell. Nous le savons. Ses yeux se plissèrent légèrement. Alors vous êtes plus rapide que je ne le pensais. À quoi servaient les paiements? Accès. Marcus ne dit rien. Sophia continua. Jonathan voulait Victoria distraite, isolée et en colère contre les gens qui l'entouraient. Adrienne a été encouragée à nouer une relation personnelle. Le but n'a jamais été spécifiquement de provoquer un divorce, mais une fois que les choses ont commencé à évoluer dans cette direction, Jonathan a approuvé des paiements supplémentaires. Le froid que je ressentis n'avait rien à voir avec la trahison de Victoria. C'était la prise de conscience que quelqu'un avait traité mon mariage comme une ligne budgétaire dans un plan d'acquisition. Adrienne savait-il quel était le but final? Assez. Est-ce que Victoria le sait? Non. Preuve. Sophia poussa la clé USB vers moi. Messages, registres de paiement, journaux de réunion et séquences de sécurité. Je la ramassai enfin. Marcus demanda, que voulez-vous en retour? Spécifiquement, rien de la part de iGroup. Cette réponse n'est pas crédible. L'expression de Sophia resta calme. Je veux que Jonathan soit exposé au moment où il ne pourra plus expliquer sa conduite comme une stratégie. Le conseil d'administration de Crosswell est divisé. Les preuves seules ne feront pas bouger tout le monde. L'échec le fera. Je compris. Vous voulez qu'il présente l'accord? Oui. Vous voulez qu'il y soit personnellement attaché? Oui. Et ensuite vous voulez que nous montrions au conseil ce qu'il a caché? Oui. Marcus se frotta le front. C'est la pire invitation à dîner à laquelle j'ai jamais assisté. Je regardai Sophia. Si nous faisons cela, Victoria pourrait essayer de signer avant notre réunion. Elle ne le fera pas. Jonathan veut d'abord une approbation publique du conseil d'administration. Il veut de la légitimité. Bien. Sophia se pencha en avant. Un avertissement. Jonathan ne paniquera pas lorsque vous contesterez les aspects économiques. Qu'est-ce qui le fera paniquer? Quand il réalisera que le problème est à l'intérieur de Crosswell. Je me levai. Alors assurons-nous qu'il s'en rende compte dans la pièce. Marcus me regarda. Nous faisons vraiment ça. Oui.
Sophia demanda. Quel est le plan? Je mis la clé USB dans ma poche intérieure. Nous les laissons présenter chaque page. Et puis, je regardais vers les fenêtres de l'hôtel où les lumières le long de la rivière traçaient des lignes vives dans l'obscurité. Alors nous arrêtons de nous disputer pour savoir si Jonathan Cross aide iGroup. Je me retournai vers elle. Nous prouvons ce qu'il est venu prendre. Chapitre 4. La réunion du conseil d'administration a commencé à 9 h le mercredi suivant. Victoria est arrivée la première. Elle portait du blanc, pas un blanc doux, pas un blanc de mariée. Le genre de blanc vif et cher qui ressemblait à une armure. Jonathan Cross est entré 10 minutes plus tard avec 2 avocats de Crosswell et un banquier senior. Il avait la quarantaine, des cheveux argentés commençant sur ses tempes, calme comme le deviennent les hommes puissants après des années à entrer dans des pièces où la plupart des gens ont besoin de quelque chose d'eux. J'ai pris une place à côté de Richard au lieu de la chaise à la tête de la table. Victoria a remarqué. Alors, vous avez finalement décidé de vous montrer. J'ai été invité. Sa bouche s'est resserrée. Jonathan a souri. Monsieur Cole, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Nous l'avons fait maintenant. J'ai beaucoup entendu parler. Je suis sûr que la plupart étaient flatteurs. Pas tout. Alors quelqu'un a été honnête. Richard s'est éclairci la gorge. Ceci est une réunion du conseil d'administration, pas un match de boxe. Jonathan s'est assis. Victoria a ouvert la présentation. iGroup a l'opportunité de sécuriser 750 millions de dollars de capital stratégique à un moment où les prêteurs observent de près notre transition de gouvernance. La première diapositive montrait 3 projets de développement. Un quartier d'innovation au bord du lac, un réaménagement à usage mixte en dehors de Dallas, une plateforme de logement pour personnes âgées en Arizona. Chacun avait été présenté pour paraître inévitable. Croissance démographique, demande projetée, soutien municipal. Participation stratégique de Crosswell. Victoria a parlé pendant 20 minutes sans note. Elle était bonne. Cela n'avait jamais été le problème. Le problème était qu'elle pouvait faire passer une hypothèse faible pour une loi physique si elle y croyait assez fort. Quand elle a terminé, Jonathan a pris la relève. Crosswell ne cherche pas le contrôle, a-t-il dit. Nous cherchons l'alignement. Marcus, assis derrière moi, a écrit quelque chose sur un bloc-notes et l'a tourné pour que je puisse le voir. Cette phrase signifie toujours le contrôle. J'ai presque souri. Jonathan a continué, la structure préférentielle fournit à iGroup un capital à long terme tout en protégeant Crosswell si la performance est matériellement inférieure aux objectifs convenus. Richard a demandé, quel est le mécanisme de conversion? Le banquier de Jonathan a répondu, c'est une protection habituelle contre les pertes. Habituel n'est pas un pourcentage. Le banquier a hésité. Victoria est intervenue. Le plafond est de 27% mais seulement dans un cas de forte baisse. Daniel l'a regardé. Pourquoi cela a-t-il été omis du résumé initial? Ce n'était pas pertinent avant que les conditions finales ne soient complètes. Daniel s'est lentement penché en arrière. Un transfert potentiel de 27% de la propriété est toujours pertinent. La joie de Victoria s'est resserrée. Je n'ai rien dit. Jonathan s'est tourné vers moi. Monsieur Cole, vous avez été inhabituellement silencieux. J'écoute. Je m'attendais à une plus forte résistance. Je ne résiste pas au contrat que je n'ai pas fini de lire. Son sourire s'est estompé d'un demi-degré. Le conseil a examiné la structure du crédit, puis les garanties au niveau du projet, puis les seuils de performance. Finalement, Victoria a présenté le soutien d'infrastructures projetées. C'est à ce moment-là que j'ai parlé. Pouvons-nous nous arrêter à la diapositive 47? Elle me regarda. Pourquoi? Les hypothèses d'accès municipal. Elles sont étayées par quoi? Des lettres d'intention. Des lettres actuelles? Oui. Vous les avez vérifiées? Ses yeux se plissèrent. Bien sûr. J'ouvris le dossier devant moi. Alors quelqu'un vous a menti. Je fis glisser des copies sur la table. Richard prit la première. Daniel prit la seconde. La pièce devint silencieuse alors que le papier passait de main en main. Le partenariat du district scolaire lié au projet de Dallas avait été retiré 6 semaines plus tôt.
Une servitude de transport essentielle au quartier de l'innovation avait été attribuée à une société de développement distincte. L'opérateur de soins de santé de l'Arizona désigné comme locataire principal avait signé un accord d'exclusivité avec cette même société. Richard regarda Jonathan. Qui possède Cross Meridian Développement LLC? Jonathan ne répondit pas immédiatement. Victoria se tourna vers lui. Jonathan. Il croisa les mains. Cross Meridian est un véhicule d'investissement affilié. Affilié à Crosswell. Pas directement à vous. Il me regarda. J'ouvris un autre dossier. La propriété effective passe par 2 entités du Delaware et un fonds des Caïmans. L'intérêt de contrôle remonte à un trust familial pour Jonathan Cross. Le visage de Victoria changea. Pas de façon spectaculaire. C'est ce qui rendait les choses pires. La confiance partit d'abord, puis la couleur. Elle regarda à nouveau les documents. Vous m'avez dit que les droits d'infrastructure étaient garantis pour les projets communs. Ils peuvent l'être. Ce n'est pas ce que vous m'avez dit. Jonathan resta calme. Victoria, toute grande transaction implique des pièces mobiles. Vous avez déplacé les pièces loin de High Group. Pour préserver l'optionnalité. J'admirais presque la phrase. Marcus se pencha en avant. Optionnalité pour qui? Jonathan l'ignora. Je me tournai vers Victoria. Avez-vous signé l'engagement d'action? Sa tête se tourna brusquement vers moi. Quel engagement d'action? L'avocat de Jonathan arrêta d'écrire. Je posai la copie de Sophia du projet sur la table. Victoria la fixa, puis fixa Jonathan. Vous lui avez montré ça? Je ne l'ai pas fait. Alors comment l'a-t-il? Les yeux de Jonathan se déplacèrent vers la porte. C'était le premier signe de peur que je vis. Petit, rapide, réel. Victoria prit le projet. Selon ses termes, une partie substantielle de sa participation de 45% aurait été nantie à un trust aligné sur Jonathan en échange d'un soutien financier et d'un accord de vote au conseil d'administration. La structure n'aurait pas transféré les actions immédiatement. Elle n'en aurait pas eu besoin. Si les clauses du projet avaient échoué, Jonathan aurait obtenu des droits contractuels suffisamment puissants pour dicter la prochaine ronde de financement. Vous m'avez dit que cela protégeait ma position. Victoria dit, cela aurait protégé votre position. Jonathan expira. Victoria, ne devenez pas émotive lors d'une réunion du conseil d'administration. C'était la mauvaise phrase. Tout le monde dans la pièce le sut dès qu'il l'eut dite. Victoria posa lentement les papiers. Ne me dites pas comment me comporter dans mon entreprise. Le ton de Jonathan se durcit. Votre entreprise. Richard me regarda. Je ne bougeai pas. Jonathan continua. Vous avez été démise de vos fonctions de PDG par vos propres actionnaires. Vous êtes venu à Crosswell parce que vous aviez besoin d'un levier. Je vous l'ai offert. Vous m'avez offert un piège. Je vous ai offert un moyen de revenir. Un moyen de revenir qui se termine avec vous possédant l'entreprise de mon père. Il ne le nia pas. C'est à ce moment-là que je fis un signe de tête à Marcus. L'écran derrière Victoria s'éteignit. Puis une vidéo d'un parking apparut. Adrienne Shaw sortit d'un SUV noir. Une assistante de direction de Crosswell le rejoignit près de l'ascenseur. L'horodatage datait de 4 mois plus tôt. Un deuxième clip les montrait dans un restaurant. Puis vinrent les registres de paiement. 3 transferts au cabinet d'architecture d'Adrienne. 400 000. 350 000. 450 000. Victoria fixa l'écran. Qu'est-ce que c'est? Jonathan ne dit rien. Je répondis. Des paiements liés à Adrien. Ses yeux se tournèrent vers moi. Non. Le mot sortit à peine. Marcus afficha une série de messages récupérés grâce à la documentation interne de Sophia. Rapproche-toi de VH. Garde-la concentrée sur le conflit personnel. Si le mariage se brise, n'interfère pas. JC veut l'instabilité avant le T4. Les initiales suffisaient. La main de Victoria s'arrêta à mi-chemin de la table. La confiance disparut de son visage. Elle regarda Jonathan. Adrien travaillait pour vous. L'expression de Jonathan se brisa enfin.
Travailler n'est pas le bon mot. Quel est le bon mot? Il était utile. Victoria repoussa sa chaise. Vous l'avez utilisé pour m'atteindre. La voix de Jonathan devint plate. Vous étiez déjà malheureuse. Ce n'est pas une réponse. Vous cherchiez déjà une issue à votre mariage. Adrienne a accéléré quelque chose qui allait arriver de toute façon. Victoria se leva. Pendant une seconde, je crus qu'elle allait le frapper. Au lieu de cela, elle agrippa le dossier de sa chaise. Il l'a payé pour m'aborder. Les avocats de Jonathan baissèrent les yeux. Il dit, personne ne l'a payé pour du sexe. Arrêtez. Victoria, arrêtez de parler. La pièce était silencieuse. Je la regardais réaliser en temps réel que l'homme qu'elle avait choisi à la place de notre mariage faisait partie de la stratégie commerciale de quelqu'un d'autre. J'aurais dû ressentir de la satisfaction. Ce ne fut pas le cas. L'humiliation n'a jamais ressemblé à une victoire quand elle arrivait à quelqu'un que vous aviez autrefois aimé. Jonathan se tourna vers moi. Alors c'est votre jeu. Non, vous avez coordonné avec quelqu'un à l'intérieur de Crosswell. Oui. Qui? La porte de la salle de conférence s'ouvrit. Sophia Bennett entra. Derrière elle se trouvaient 3 administrateurs de Crosswell. Le directeur juridique de Crosswell et un comptable judiciaire externe. Jonathan se figea. Sophia. Jonathan. Vous n'avez aucune autorité ici. Pas ici, dit-elle. Chez Crosswell. Elle posa une résolution signée sur la table. Notre conseil s'est réuni à 7 heures ce matin. Les yeux de Jonathan parcoururent les signatures. Sophia continua, en attendant l'enquête sur les transactions non divulguées avec des parties liées, l'utilisation abusive des ressources de l'entreprise et les conflits impliquant Cross Meridian, vous avez été suspendu de vos fonctions de président et de directeur général. Jonathan se leva. Ceci est invalide. Le directeur juridique n'est pas d'accord. L'avocat de Crosswell s'avança. La résolution a été approuvée conformément au statut par le vote requis. Jonathan regarda autour de la pièce comme si la force de sa personnalité pouvait encore restaurer l'ancien arrangement. Ce n'était pas possible. Sophia ajouta, le comité d'audit a renvoyé les transactions pertinentes à un conseil externe et aux régulateurs appropriés. Votre accès au système de Crosswell a été suspendu à 8h15. Son visage se durcit. Vous pensez pouvoir diriger cette entreprise? L'expression de Sophia ne bougea pas. Je pense que le conseil peut décider qui la dirige. Il se tourna vers moi. C'est vous, en partie. Vous avez planifié ça. J'ai planifié d'arrêter votre accord. Vous pensez qu'exposer quelques transactions internes me détruit? Non. Je jetai un coup d'œil à Sophia. Votre propre conseil a fait ça. Jonathan la regarda à nouveau. Voilà. Pas de la rage. De la trahison. Il avait traité tout le monde autour de lui comme des pièces sur un échiquier. Il avait oublié que les pièces pouvaient voter. Il rassembla ses papiers. À la porte, il s'arrêta. Ce n'est pas fini. Sophia répondit avant que je ne le puisse. Pour vous, c'est peut-être le cas. Il partit avec un avocat. L'autre resta pour parler avec le directeur juridique de Crosswell. Personne ne bougea pendant plusieurs secondes. Puis Richard dit, je suppose que nous pouvons considérer la proposition de financement comme retirée. Sophia hocha la tête. Crosswell la retirera officiellement aujourd'hui. Daniel regarda Victoria. Et du côté de L Group? Victoria ne s'était toujours pas assise. Elle paraissait plus âgée qu'une heure auparavant. Pas en année. En incertitude. Je retire la proposition. Richard hocha la tête. Alors le conseil l'enregistrera. Victoria me regarda enfin. Tu savais. Je savais exactement ce qu'elle voulait dire à propos d'Adrien. Oui. Je savais qu'il avait des liens avec Crosswell avant aujourd'hui. Je ne connaissais pas tout l'arrangement avant que Sophia ne nous montre les preuves. Quand en as-tu su assez? Il y a quelques jours. Tu aurais pu m'appeler. Oui. Ses yeux se remplirent de quelque chose de plus vif que des larmes. Mais tu ne l'as pas fait. Non. Pourquoi?
La pièce était devenue trop privée pour le nombre de personnes qui s'y trouvaient. Je baissai la voix. M'aurais-tu cru? Elle ouvrit la bouche. Rien ne sortit. Je continuai. Si je t'avais appelé la semaine dernière pour te dire que l'homme pour qui tu m'as quitté était payé par Jonathan Cross, qu'aurais-tu dit? Son visage se crispa. Je répondis pour elle. Tu aurais dit que j'étais jaloux. Tu aurais dit que j'essayais de saboter ton retour. Tu aurais transmis l'avertissement à Jonathan et les preuves auraient disparu. Elle détourna le regard. Je détestais avoir raison. Richard demanda tranquillement à tout le monde de sortir pour 10 minutes. Un par un, ils le firent. Sophia s'arrêta à côté de moi. Appelle-moi plus tard. Je hochai la tête. Marcus fut le dernier à partir. Quand la porte se ferma, Victoria et moi étions seuls dans la salle du conseil. Pendant 5 ans, nous avions évité presque toutes les conversations honnêtes qu'un mariage exige. Maintenant, nous en avions une avec une table de conférence de 15 mètres entre nous. Elle s'assit. Je pensais qu'Adrienne m'aimait. Je ne répondis pas. Elle rit une fois. Ça sonnait brisé. Ça a l'air pathétique, n'est-ce pas? Non. Tu n'as pas à être gentil. Je ne suis pas gentil. Elle s'essuya un œil. Je pensais que tu ne me voyais jamais. Lui, si. Je la regardais. Je t'ai vu pendant des années. Tu n'as jamais rien dit. Si. Quand? La nuit où j'ai demandé si nous pouvions essayer d'avoir un vrai mariage. Sa main s'arrêta. Je pouvais voir le souvenir l'atteindre. Le bureau, le dîner de charité, sa réponse. Nous avons signé des papiers. Pas un mariage, une transaction. Victoria baissa les yeux sur la table. Pendant un long moment, aucun de nous ne parla. Puis elle posa la question que je savais qu'elle poserait un jour. M'as-tu déjà aimé? Oui. Sa tête se releva. Je ne l'ai pas adoucie. Je l'ai fait. Ses yeux brillèrent. Alors pourquoi as-tu arrêté? Je n'ai pas arrêté d'un coup. Je regardai vers la chaise vide où Jonathan avait été assis. Tu as juste rendu les choses plus faciles. Une décision à la fois. Chapitre 5. Victoria est restée dans la salle du conseil après que tout le monde soit parti. Moi aussi. Non pas parce que je voulais une autre dispute, mais parce qu'après 5 ans, m'éloigner avant qu'elle ait fini de parler me semblait lâche. Elle était assise, les 2 mains autour d'un verre d'eau qu'elle n'a jamais bu. Je n'arrêtais pas de me dire que tu m'avais épousé à cause du nom Aïe, a-t-elle dit. Je me suis appuyé sur le bord de la table. Tu me l'as dit assez souvent. Je pensais que si je le croyais d'abord, tu ne pourrais pas l'utiliser contre moi. C'est une étrange façon de gérer un mariage. Je ne savais pas comment gérer un mariage. Cette partie était évidente. Un rire fatigué lui échappa. Pour une fois, cela ne m'a pas mis en colère. Elle fixa l'eau. Mon père est mort et 6 mois plus tard, la moitié du conseil me traitait comme une employée intérimaire. Chaque homme dans cette pièce avait une opinion sur la façon dont je devais parler, m'habiller, négocier, me marier, avoir des enfants, ne pas avoir d'enfants. Je pensais que si je donnais de l'espace à quelqu'un, il me prendrait l'entreprise. Alors, tu as arrêté de donner de l'espace à quiconque? Oui. Y compris moi. Elle a hoché la tête. C'était la chose la plus proche de la responsabilité que j'avais jamais entendue de sa part. Je pensais que tu étais en sécurité parce que tu ne voulais rien. Je voulais beaucoup de choses. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je ne voulais pas de ton entreprise. Je le sais maintenant. Je voulais du respect. Ses doigts se resserrèrent autour du verre. Je suis désolé. Les mots restèrent entre nous. Pendant des années, j'avais imaginé les entendre. Dans ces fantasmes, il changeait quelque chose. En réalité, il ne restaurait pas la confiance. Il n'effaçait pas Adrien. Il ne faisait pas disparaître les 3 années de silence. C'étaient simplement des mots vrais arrivant tard. Merci, dis-je. Victoria leva les yeux. C'est tout? Que aimerais-tu que je dise? Que nous avons fait des erreurs. Que peut-être après que tout cela se soit calmé, nous pourrions parler. Nous parlons.
Tu sais ce que je veux dire. Je le savais. Elle prit une profonde inspiration. Pourrions-nous recommencer? Non. Son visage changea. Pas de la colère, un tressaillement. Je continuai avant qu'elle ne puisse transformer cette douleur en fierté. Je ne dis pas ça pour te punir. Alors pourquoi? Parce que la version de nous qui aurait pu fonctionner a disparu. Tu n'en sais rien. Je le sais. Tu as acheté des actions de mon entreprise pendant 3 ans. Tu as bâti des alliances avec des gens en qui j'avais confiance. Tu savais pour Adrien et tu n'as rien dit. Ne reste pas là à prétendre que tu étais l'innocent. Je ne le suis pas. Cela l'arrêta. J'étais en colère. J'ai dit que j'étais blessé. Je me suis dit que chaque achat d'action n'était qu'un investissement. Chaque accord de vote concernait la gouvernance. Chaque conversation visait à protéger l'entreprise. La plupart de cela était vrai. Une partie de moi voulait aussi savoir ce que ça ferait quand tu devrais enfin me prendre au sérieux. Elle me fixa. C'est cruel. Oui. Je laissai le mot en suspens. Je ne suis pas fier de tous les motifs que j'avais, mais je n'ai jamais falsifié un vote. Je n'ai jamais volé une action. Je n'ai jamais forcé un actionnaire à signer. Je n'ai jamais demandé à Adrien de t'approcher. Et je n'ai jamais utilisé l'argent de Haï pour acheter des actions de Haï. Ses yeux se plissèrent. Comment l'as-tu financé? La société d'investissement que tu as toujours appelée mon passe-temps. Elle semblait vraiment confuse. Call stratégique. Oui. Tu m'as dit que c'était un petit fonds. C'était le cas. Aussi petit que ça. Quand nous nous sommes mariés, environ 4 millions sous gestion. Et maintenant? Un peu plus de 900 millions, y compris le capital externe. Elle me fixa comme si j'avais changé de langue. C'est impossible. Non, c'est privé. Tu vivais dans ma maison. C'était notre maison. Tu conduisais une voiture de 7 ans. Elle fonctionnait. Tu portais les 3 mêmes costumes. Ils allaient bien. Tu avais 900 millions de dollars sous gestion et tu n'as jamais rien dit. Tu n'as jamais demandé. Elle détourna le regard. Cela la blessa plus que le chiffre. Notre accord prénuptial avait protégé les deux parties. Ses avocats avaient insisté pour que son héritage et ses participations commerciales restent séparés. Les miens aussi. Elle avait signé parce qu'elle croyait que la symétrie était sans importance. Maintenant, ce n'était plus le cas. Je pensais que tu avais besoin de moi, dit-elle. Je l'ai fait. Pourquoi? Pendant un certain temps. Émotionnellement. Ses yeux se remplirent à nouveau. Et puis j'ai appris à ne plus en avoir besoin. Elle se leva. La réunion était terminée. Pas la réunion du conseil d'administration. Nous. À la porte, elle s'arrêta. Les 32 millions. Je les rends. Garde-les. Non. Je l'ai offert. Tu l'as offert parce que tu croyais que je devais être payé pour partir. Ce n'est pas. C'est exactement ce que c'était. Elle baissa les yeux. Et la maison du lac? À toi. Les voitures. À toi. Ethan, prends quelque chose. J'ai pris mes boîtes. J'ouvris la porte. Derrière nous, la salle de conférence contenait encore les papiers d'un accord qui avait presque donné à Jonathan Cross un chemin vers le High Group. Victoria regarda une fois la pièce. Puis elle partit. Les 3 mois suivants furent moins spectaculaires et plus importants. Le High Group devait être réparé. Cela signifiait des réunions dont aucun journaliste ne se souciait. Nous avons fermé South Harbor avant le prochain tirage de construction majeur. La dépréciation a fait mal. Arrêter a fait moins mal que de continuer. Nous avons vendu un portefeuille d'hôtels et refinancé un autre. Daniel a créé un processus d'allocation de capital qui exigeait que chaque projet de plus de 50 millions de dollars franchisse un seuil de rendement indépendant. Richard a poussé le conseil à adopter des limites formelles sur les transactions avec des parties liées, les procurations de vote d'urgence, la rémunération des dirigeants et la planification de la succession. Linda Mercer a dirigé un examen de la haute direction. Certaines personnes sont parties, la plupart sont restées.
La première assemblée générale des employés après la réunion de Crosswell était inconfortable. Un directeur de construction m'a demandé si la nouvelle direction prévoyait des licenciements massifs. Non, ai-je dit. Il n'avait pas l'air convaincu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne promets pas que personne ne perdra jamais son emploi. Ce serait malhonnête. Mais nous ne réparons pas les mauvaises décisions d'investissement en licenciant les gens qui en ont pris de bonnes. Une femme de la comptabilité a levé la main. Et les primes des dirigeants? Les objectifs de rendement en espèces d'abord. Les primes ensuite. Cela a suscité des applaudissements. J'ai attendu qu'il s'arrête. Si l'entreprise ne respecte pas le seuil, cela m'inclut. Cela en a suscité davantage. Daniel s'est penché vers moi après la réunion. Tu te rends compte que tu viens de me compliquer la vie. C'est pour ça qu'on te paie. Pas assez. On pourra en discuter au moment de l'évaluation. Il m'a fixé, puis a ri. L'entreprise s'est lentement calmée. La presse aussi. Victoria est restée au conseil d'administration, mais elle a arrêté d'appeler les journalistes. Au début, elle assistait à toutes les réunions de comité et contestait presque toutes les propositions. Puis quelque chose a changé. Elle a commencé à poser des questions au lieu de faire des déclarations. Lors d'une réunion, Daniel a recommandé de vendre une parcelle à Phoenix. L'ancienne Victoria aurait dit non avant qu'il ait fini. Cette fois, elle a demandé, que se passe-t-il si nous la gardons 18 mois? Daniel lui a montré les frais de portage. Elle les a étudiés. Puis elle a voté pour la vente. Richard l'a remarqué. Moi aussi. Le changement ne signifiait pas la réconciliation. C'était une distinction que j'avais appris à respecter. Un mois après l'échec de l'accord Crosswell, le cabinet d'Adrienne Shaw a fermé. Sa relation avec Victoria était déjà terminée. Il a tenté de prétendre publiquement que les paiements de Crosswell étaient des honoraires de consultation ordinaires. Des documents de l'enquête de Sofia l'ont contredit. Il n'a jamais été accusé d'un crime. Il n'y avait pas de loi contre le fait d'être un petit ami malhonnête. Mais sa réputation professionnelle s'est effondrée lorsque les clients ont appris qu'il avait dissimulé des conflits d'intérêts et accepté des paiements liés à des propositions de développement qu'il avait recommandées par la suite. Les problèmes de Jonathan étaient plus graves. Le comité spécial de Crosswell a découvert des transactions non divulguées avec des parties liées, des opportunités détournées et des entités privées qui avaient bénéficié de négociations d'entreprise. Les régulateurs ont ouvert des enquêtes. Les prêteurs se sont resserrés autour de lui. En 4 mois, il a démissionné de tous ses postes opérationnels chez Crosswell. Sofia est devenue présidente par intérim. Elle m'a appelé le lendemain. Vous avez eu ce que vous vouliez. Vous aussi. Pas encore. C'est-à-dire? J'ai un conseil. Je n'ai pas une entreprise qui fait confiance au conseil. Cela prend plus de temps. Vous avez l'air d'avoir de l'expérience. Je viens de terminer le cours. Elle a ri. Crosswell et iGroup ont passé l'année suivante en tant que partenaires prudents sur 2 projets logistiques. Rien de romantique ne s'est passé entre Sofia et moi. La presse a essayé quand même. Chaque photographie est devenue une rumeur. Chaque dîner est devenu un rendez-vous mystérieux. Sofia m'a envoyé un titre et a écrit « Apparemment, nous sommes fiancés ». J'ai répondu « Demandez à mon avocat. Il sait tout avant moi ». Marcus a répondu « Je démissionne ». Nous avons continué à travailler. Victoria a fait quelque chose que je n'attendais pas. Elle a démissionné du conseil d'administration. Pas immédiatement. 6 mois après le divorce, elle est venue au bureau de Richard avant la réunion trimestrielle et lui a remis une lettre. J'ai besoin de distance, lui a-t-elle dit. Richard m'a dit plus tard qu'elle avait l'air calme. Elle a gardé ses actions. Elle ne me les a pas vendues. Je n'ai pas demandé. Le lendemain matin, un coursier est arrivé à mon bureau avec une boîte. À l'intérieur se trouvait le même chèque de banque de 32 millions de dollars réémis parce que le premier avait expiré, ainsi que les clés de la maison du lac et des voitures. Il y avait une note. J'avais tort sur ce que je te devais. J'avais tort sur ce que tu me devais. Je te les laisse parce que je ne sais pas quoi faire d'autre. Victoria. J'ai appelé Marcus. Renvoyez tout. Tout. Tout.
Vous savez que le chèque est vrai. Très drôle. La maison du lac est belle. Vous la voulez? Non. Les impôts sont terribles. Il a organisé le retour. Victoria n'a pas renvoyé le colis. Quelques semaines plus tard, Richard a mentionné qu'elle s'était inscrite à un programme pour cadres à Londres. Gouvernance, psychologie organisationnelle, leadership, a-t-il dit. J'ai levé les yeux d'un rapport. Tant mieux pour elle. C'est tout ce que vous avez à dire. Que devrais-je dire d'autre? Je ne sais pas. Quelque chose d'humain. C'était humain. Richard a secoué la tête. Vous deux êtes épuisants. Il est parti. Je suis retourné au rapport. Mais ce soir-là, je me suis surpris à penser à Victoria dans un avion pour Londres. Il fut un temps où j'aurais voulu l'appeler. Je ne l'ai pas fait. Vouloir que quelqu'un s'améliore ne signifiait pas que vous deviez rester à ses côtés pendant qu'il le faisait. La première année complète sous le nouveau modèle de gouvernance s'est terminée avec une marge d'exploitation en hausse de près de 4 points. Le flux de trésorerie s'est amélioré. La dette a diminué. Notre plateforme de logement pour personnes âgées a ouvert 2 communautés en avance sur le calendrier. Une coentreprise de centres de données en dehors de Columbus a obtenu un important locataire de cloud. Les projets n'étaient pas glamour. Ils rapportaient de l'argent. Lors de l'assemblée annuelle, Daniel a présenté les résultats. Quand il a terminé, Richard s'est tourné vers moi. Quelque chose à ajouter? Je me suis levé. Juste une chose. La salle s'est calmée. Il y a un an, cette entreprise faisait la une des journaux à cause d'un divorce et d'une lutte d'actionnaires. Quelques personnes ont souri. C'était embarrassant. Plus de sourires. Mais cela nous a appris quelque chose d'utile. Aucune entreprise ne devrait dépendre d'une seule personne ayant raison tout le temps. J'ai regardé autour de la salle. Ni Victoria, ni Richard, ni Daniel, ni moi. Cette partie comptait. Le pouvoir semble juste quand vous venez de le gagner. C'est à ce moment-là qu'il devient dangereux. Nous avons construit de meilleures règles parce que nous avons appris ce qui se passe lorsque la personnalité remplace le processus. Si ces règles ne s'appliquent que lorsque je suis d'accord avec elles, alors nous n'apprenons rien. Richard m'a observé depuis le premier rang. Pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, il avait l'air complètement satisfait. Après la réunion, Marcus a marché à mes côtés vers les ascenseurs. Tu sais, c'est moins amusant que la prise de contrôle. Diriger des entreprises l'est généralement. Pas de dossier secret. Pas aujourd'hui. Pas d'embuscade spectaculaire au conseil d'administration. Espérons que jamais plus. Pas d'ex-femme qui débarque en trombe. Je le regardais. Ça te manque? Absolument pas. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Mon téléphone vibra avant que nous n'entrions. C'était un courriel de notre secrétaire général. Sujet, proposition spéciale d'actionnaire, nom de l'entreprise et structure de holding. Marcus jeta un coup d'œil à l'objet. Qu'est-ce que c'est? J'ouvris la pièce jointe. Richard et 14 autres actionnaires avaient soumis une proposition pour consolider les filiales d'exploitation de High Group sous une nouvelle société mère. Le nom proposé était Call Holdings. Je m'arrêtai de marcher. Marcus lut par-dessus mon épaule. Puis il se mit à rire. Non, je n'ai pas proposé ça. Ça rend la chose encore plus drôle. J'appelai Richard. Il répondit immédiatement. Tu l'as vu. Pourquoi mon nom est-il sur le bâtiment? Il ne l'est pas encore, Richard. High Group a besoin d'une structure de holding pour la prochaine phase. Cela ne nécessite pas mon nom. Les actionnaires voulaient un signal que ce contrôle a changé. Je regardais par les fenêtres du hall de l'ascenseur la tour du High Group. Pendant 5 ans, ce nom avait représenté une famille à laquelle je n'avais jamais vraiment appartenu. Pendant 3 ans, il avait été le centre d'un plan que je me disais concerner la gouvernance. Maintenant, les gens voulaient le remplacer par le mien. Je soutiendrai la restructuration, dis-je. Et le nom? Non. Richard soupira. Je savais que tu serais difficile. Appelez-la Meridian Holdings. Pourquoi Meridian? Parce qu'un méridien est une ligne par laquelle on navigue, pas une personne.
Il y eut une pause. Je préfère Cole. Je sais. Tu n'es pas drôle. C'est ce que Marcus n'arrête pas de me dire. Je raccrochai. Marcus me regarda. Méridian. Méridian. Il hocha la tête. Mieux. L'ascenseur arriva. Alors que les portes se fermaient, mon téléphone vibra une fois de plus. Cette fois, l'expéditeur était Victoria. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis 4 mois. Le message ne contenait qu'une seule phrase. J'ai vu le rapport annuel. Tu avais raison à propos de South Harbor. Je le lus. Puis je remis le téléphone dans ma poche sans répondre. Marcus haussa un sourcil. Tout va bien? Oui. Et pour la première fois, c'était le cas. Chapitre 6. 2 ans après le divorce, l'ancienne enseigne iGroup a été retirée de la tour sur Wacker Drive. La nouvelle a été installée avant le lever du soleil. Meridian Holdings. Pas de nom de famille. Pas de tour de victoire. Juste une entreprise qui était finalement devenue plus grande que les gens qui se battaient pour elle. Je suis arrivé à 7h30 et je me suis tenu de l'autre côté de la rue avec une tasse de café en papier pendant que les ouvriers retiraient le dernier film protecteur des lettres. Marcus s'est arrêté à côté de moi et a baissé sa vitre. Tu te rends compte que les présidents normaux regardent ça depuis un bureau. Je ne suis pas président. Président exécutif de la stratégie. Différent seulement pour les avocats. Je suis monté dans la voiture. Où est Richard? Déjà à l'étage en train de se plaindre que le café de l'Assemblée des actionnaires est plus faible que l'année dernière. Alors la transition est complète. Marcus a ri et nous a conduits dans le garage souterrain. L'Assemblée annuelle a commencé à 9h. Meridian valait un peu plus de 10 milliards de dollars selon la dernière évaluation privée, une augmentation substantielle par rapport au point bas de la lutte pour la gouvernance. Le chiffre m'importait moins que l'argent derrière. Nous avions vendu de mauvais actifs, réduit l'endettement, étendu la plateforme logistique et construit une entreprise de centre de données que les investisseurs qualifiaient autrefois d'ennuyeuse. L'ennui était devenu rentable. La division des logements pour personnes âgées se portait également bien, pas parfaitement. Rien n'était parfait. Un projet au Nevada avait été retardé de 6 mois à cause des permis. Un entrepôt près d'Indianapolis avait perdu un locataire principal avant la construction. Daniel me rappelait les deux chaque fois que je semblais trop satisfait de moi. C'est pourquoi il était toujours PDG. Richard est resté président indépendant, bien qu'il ait menacé de prendre sa retraite chaque trimestre. Linda s'occupait des risques. Sophia était devenue présidente permanente chez Croswell après la démission de Jonathan. Son entreprise et Meridian étaient partenaires sur 3 projets et concurrents sur 5 autres. C'était sain. Victoria possédait toujours la plupart de sa participation initiale, bien que certaines aient été placées dans un trust à long terme. Elle n'était pas revenue à la direction. Selon Richard, elle partageait son temps entre Londres, New York et une fondation à but non lucratif axée sur les femmes dans le leadership de la construction. Je ne l'avais pas vue depuis presque 1 an. L'assemblée des actionnaires a été simple. Résultats financiers, élection au conseil d'administration, rapport d'audit, plan d'investissement. Puis Richard s'est levé pour le dernier point. Avant de lever la séance, j'aimerais reconnaître le fait que cette réunion marque 2 ans depuis la restructuration de la gouvernance. Je lui ai lancé un regard. Il l'a ignoré. Quand nous avons commencé, il y avait beaucoup de colère dans cette entreprise. Quelques personnes se sont agitées sur leur siège. Une partie était justifiée, une autre non. Mais nous sommes dans une meilleure situation parce que les gens dans cette salle ont finalement choisi les règles plutôt que les rancunes. Il m'a regardé. Ethan, aimerais-tu dire quelque chose? Non. La salle a ri. Richard a souri. C'est pourquoi je demande. Je me suis levé quand même. Je me suis promis de ne pas faire un autre discours sur la prise de contrôle. Bien, a crié Marcus depuis la 2e rangée. Plus de rire. J'ai regardé à travers la pièce. Certains visages étaient là quand Victoria dirigeait tout. Certains avaient rejoint après. Quelques-uns m'avaient vendu une partie de leurs avoirs et avaient ensuite investi dans les nouveaux fonds de Meridian.
Les 19 actionnaires qui constituaient autrefois les 55% en dehors de la position de Victoria étaient toujours liés à l'entreprise d'une manière ou d'une autre. Cela comptait. Je vais faire simple, dis-je. Il y a 2 ans, beaucoup de gens en dehors de cette salle ont dit que j'avais gagné. J'ai fait une pause. Ils avaient tort. La salle s'est calmée. J'ai gagné un vote. Ce n'est pas la même chose que de construire une entreprise. Richard a croisé les mains. Gagner un vote prend une matinée. Gagner la confiance prend des années. J'ai regardé les employés assis derrière la section des actionnaires. Nous avons failli perdre cette distinction une fois. Je ne veux pas que nous la perdions à nouveau. Puis je me suis assis. Richard a hoché la tête. Séance levée. Ensuite, je me suis échappé sur le toit. La ville était chaude, lumineuse et venteuse. En dessous de moi, le trafic se déplaçait sur les ponts en lente file. La rivière serpentait entre les tours. Pendant des années, j'avais imaginé atteindre un point où je me sentirais enfin fini. Je ne l'ai jamais fait. Il y avait toujours un autre projet, un autre trimestre, un autre problème que quelqu'un n'avait pas mis dans la présentation. Peut-être que c'était ça le but. Mon téléphone a vibré. Marcus, 3 chaînes veulent des interviews. L'une d'elles présente le mari qui a pris un empire d'1 milliard de dollars. J'ai répondu, non. Il a répondu, tu détruis ma marque de retraite. J'ai souri. Un deuxième message est arrivé. Numéro différent, code de Londres, Victoria. J'ai fixé l'écran un moment avant de l'ouvrir. Félicitations pour le nouveau nom. Il convient mieux à l'entreprise. J'ai failli ranger le téléphone. Puis un autre message est arrivé. Je suis à Chicago pour 2 jours. Richard a dit qu'il y avait un dîner du conseil ce soir. Je voulais te le dire avant d'arriver. J'ai tapé, merci pour l'avertissement. 3 points sont apparus, puis ont disparu, puis sont réapparus. Finalement. Cela ressemblait à une blague. C'était une pause plus longue. Je suis contente que tu aies appris comment. J'ai rangé le téléphone. Le dîner a eu lieu dans une salle privée d'un restaurant surplombant la rivière. Victoria est arrivée avec 10 minutes de retard. Elle avait changé, pas assez pour devenir une personne différente, assez pour le remarquer. Ses cheveux étaient plus courts. Elle portait un tailleur bleu foncé sans l'armure tranchante qu'elle affectionnait autrefois. En entrant, elle a salué Richard d'abord. Daniel ensuite, Linda troisièmement, puis moi. Ethan. Victoria. Personne à table n'a fait semblant de ne pas remarquer. Marcus est devenu extrêmement intéressé par le menu. Victoria s'est assise en face de moi. Le dîner est resté professionnel. Nous avons discuté du programme de formation en construction de la fondation. Meridian avait accepté de financer 2 bourses. Daniel a informé tout le monde de l'expansion de Columbus. Sophia, qui participait par vidéo pour une partie du dîner, s'est disputée avec Richard au sujet d'une acquisition conjointe. C'était presque ordinaire. Après le dessert, les gens ont commencé à partir. Victoria est restée. Moi aussi. Pas délibérément. Du moins, c'est ce que je me suis dit. Nous sommes sortis sur la terrasse du restaurant. La rivière en bas reflétait les lumières. Elle a posé ses mains sur la balustrade. J'ai vu l'ancienne enseigne tomber. Moi aussi. Ça t'a fait du bien? J'ai réfléchi à la question. Pas comme je m'y attendais. À quoi t'attendais-tu? Quelque chose de spectaculaire. Et c'était 6 ouvriers et une grue. Elle a ri. Le voilà encore. Le rire franc de notre photo de mariage. Ça ne faisait plus mal. Cela m'a surpris. Je te détestais d'avoir changé le nom, a-t-elle dit. Tu as entendu parler de Cole Holdings? Richard s'est plaint que tu l'aies rejeté. Il se plaint de tout. Il t'aime bien. Il me tolère. Il aimait mon père. Tolérer les gens est sa version de l'affection. Nous sommes restés en silence. Puis Victoria a dit, j'ai rencontré Adrien une fois après que tout soit arrivé. Je me suis tourné vers elle. Pourquoi? Il a demandé. C'était suffisant. Non,
Je voulais savoir si une partie de cela avait été réelle. Je n'ai rien dit. Il m'a dit qu'il m'aimait bien. Sa bouche s'est tordue. Il a dit ça comme si ça aidait. Est-ce que ça a aidé? Non. Elle a regardé par-dessus l'eau. Il a aussi dit que tu ne l'avais jamais payé. Il semblait très désireux de le préciser. Je ne l'ai pas fait. Je sais. Je n'ai jamais demandé à personne de te pousser au divorce. Je le sais aussi. Elle a pris une profonde inspiration. Je ne le savais pas il y a 2 ans. C'est juste. Elle m'a regardé. Je te dois des excuses pour ça. Tu t'es déjà excusé. Pas pour tout. Tu t'excuseras jusqu'à nos 80 ans si tu essaies de tout couvrir. Peut-être. J'ai souri. Elle a remarqué. Puis-je te demander quelque chose? Tu le fais généralement. Regrettes-tu de m'avoir épousé? Cette question n'avait pas de réponse nette. J'ai pensé au dîner solitaire, aux conversations transactionnelles. La nuit où elle m'a dit que l'amour n'avait pas sa place dans notre arrangement. J'ai aussi pensé à Richard, Daniel, Marcus, Sophia, Méridian et à l'étrange chemin qui m'avait mené ici. Je regrette certaines parties. Ce n'était pas ma question. Non. Ses yeux se sont légèrement agrandis. Je ne regrette pas de t'avoir épousé. Pourquoi? Parce que le regret suppose que j'effacerais le chemin si je le pouvais. J'ai regardé à travers la vitre les gens qui nettoyaient encore la salle privée. Je ne le ferai pas. Victoria a hoché lentement la tête. Moi non plus. Cela ne signifiait pas que nous étions faits l'un pour l'autre. Cela signifiait que le passé était enfin devenu le passé au lieu d'une arme. Elle est partie pour Londres le lendemain matin. Nous n'avons pas recommencé notre mariage. Nous ne sommes pas devenus les meilleurs amis du monde. Nous sommes devenus quelque chose de plus difficile à expliquer et de plus facile à vivre. 2 personnes qui s'étaient fait du mal, qui en avaient appris et qui avaient cessé d'exiger que l'autre répare ce que le temps avait déjà changé. 6 mois plus tard, Méridian a annoncé la plus grande acquisition de son histoire. Une société régionale de technologie d'infrastructure qui gérait les systèmes énergétiques des bâtiments, la logistique, le routage et la maintenance prédictive. L'ancien e-groupe ne l'aurait jamais acheté. C'était trop technique, trop peu glamour, trop loin des tours de luxe et des inaugurations. Le nouveau Méridian l'a fait. L'intégration a pris 9 mois. C'était misérable. Les équipes logicielles détestaient les équipes de construction. Les équipes de construction détestaient les équipes logicielles. Tout le monde détestait les consultants. À un moment donné, Daniel est entré dans mon bureau et a laissé tomber un rapport d'intégration de 40 pages sur mon bureau. Votre brillante acquisition essaie de me tuer. Numéro de page. Toutes. Nous l'avons réparé. Pas par un discours spectaculaire. Par des incitations, des systèmes et des gens qui en savaient plus que moi. Cette leçon m'est restée. 3 ans plus tôt, lorsque Victoria a mis l'accord de divorce devant moi, je croyais que la chose la plus importante que j'avais faite était de préparer une réponse cachée. Je pensais que le pouvoir consistait à avoir un coup que personne d'autre ne pouvait voir. Je n'avais que partiellement raison. Le vrai pouvoir consistait à construire quelque chose qui ne s'effondrait pas lorsque vous quittiez la pièce. C'est ce que William Hay avait compris. C'est ce que Victoria avait oublié. C'est ce que Jonathan Cross n'avait jamais appris. Et c'est ce que j'ai failli manquer en me félicitant d'être l'homme le plus intelligent de la table. Au 3e anniversaire de la restructuration de Méridian, Richard a finalement pris sa retraite. Son dîner d'adieu a été le seul événement où je l'ai vu pleurer. Il a blâmé le vin. Personne ne l'a cru. Il m'a tendu une petite boîte en bois avant de partir. À l'intérieur se trouvait une vieille clé en laiton. Qu'est-ce que c'est? La clé du premier bureau de William. Je l'ai regardé. Le bâtiment n'existe plus. Je sais. Donc, ça n'ouvre rien. C'est pourquoi c'est utile. J'ai attendu. Richard a souri. Les gens comme vous pensent toujours que la clé est la partie importante. Et qu'est-ce qu'il est? Savoir quand l'ancienne porte a disparu. J'ai tourné la clé dans ma main. Tu as répété ça pendant des semaines. Ça se voit. Il m'a donné un léger coup de poing dans l'épaule. Ne gâche pas tout.
J'ai gardé la clé. Non pas parce qu'elle ouvrait quoi que ce soit. Parce qu'il avait raison. L'ancienne porte avait disparu. Le mariage. La hiérarchie familiale aille. Le mari silencieux que tout le monde sous-estimait. La PDG qui pensait que le contrôle signifiait ne jamais être remis en question. Le président rival qui pensait que les gens étaient jetables. Tous disparus. Ce qui restait, c'est ce que nous avons construit après. Ce soir-là, je suis retourné seul sur le toit. L'enseigne de Méridian brillait sur la tour de l'autre côté de la rivière. Mon téléphone a sonné. Marcus, ai-je répondu. Quoi maintenant? Tu te souviens du premier matin après le divorce? Oui. Tu m'as dit que tu n'avais pas besoin d'être à l'assemblée des actionnaires parce que certaines choses étaient plus intéressantes quand tu n'y étais pas. Je me souviens. Tu étais insupportable. Je m'en souviens aussi. Il a ri. Je voulais juste te dire que les chiffres finaux sont arrivés. L'intégration de l'acquisition a dépassé l'objectif de flux de trésorerie de 11%. J'ai regardé les lumières en bas. Bien. C'est tout. Que veux-tu? Des feux d'artifice? Je veux une réaction émotionnelle normale avant de mourir. Je suis heureux, Marcus. Il y a eu une pause. Dis-le encore. J'enregistre. Je lui ai raccroché au nez. Le vent soufflait sur le toit. Un instant, je me suis souvenu de Victoria posant ce chèque de 32 millions de dollars à côté de l'accord de divorce. Elle pensait qu'elle fermait un compte. D'une certaine manière, c'était le cas, mais pas celui qu'elle pensait. J'ai perdu un mariage que j'avais autrefois voulu. Elle a perdu le contrôle d'une entreprise qu'elle croyait ne pouvoir exister sans elle. Jonathan a perdu un empire parce qu'il traitait chaque relation comme une transaction. Et j'ai appris que gagner, ce n'est pas le moment où tout le monde perd. Gagner, c'est le moment où vous n'avez plus besoin de leur perte pour prouver votre valeur. J'ai sorti mon téléphone. Un autre message de Marcus était arrivé. Pour mémoire, je pense toujours que Call Holdings sonnait mieux. J'ai répondu, refusé. Puis j'ai rangé le téléphone et j'ai regardé la ville. Des années plus tôt, les gens m'avaient appelé le mari de Victoria et comme si cela expliquait tout de moi. Plus tard, ils m'ont appelé l'homme qui a pris son entreprise. Ce n'était pas juste non plus. Je n'avais pas passé 3 ans à essayer de devenir le conquérant de quelqu'un. J'avais passé 3 ans à m'assurer que lorsque la porte se fermerait enfin, je ne serais pas dehors avec rien. La porte s'est fermée. J'en ai construit une autre. Et cette fois, je possède la clé. Si cette histoire vous a tenu en haleine, abonnez-vous pour plus d'histoires sur les décisions silencieuses qui changent tout. Et dites-moi dans les commentaires, auriez-vous signé l'accord de divorce ce soir-là ou vous seriez-vous battu avant de mettre votre plan en œuvre?